Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon voisin dans l'avion, est-il vraiment mort ? L'homme qui occupait le siège C4 est mort à l'autre bout de l'Atlantique. J'étais assis à l'avant de l'avion, juste derrière la première classe, et je ne pouvais pas vraiment voir l'agitation. Mais je pouvais entendre quelqu'un halter et vomir, d'abord bruyamment, puis de plus en plus silencieusement. Une hôtesse de l'air a pris la parole et a demandé l'aide de tout professionnel de la santé parmi les passagers. Je suppose qu'il n'y en avait pas. Au bout de quelques minutes, les bruits de l'homme se sont transformés en une sorte de gargouillis, puis en silence, et c'était fini. Il s'appelait Moineau. Il était vieux, mais pas autant que ça. Et il s'agissait probablement d'une crise cardiaque, d'un anévrisme, ou d'une réaction à un médicament, voire la volonté de Dieu. Les rapports étaient contradictoires et amateurs. Une hôtesse de l'air a simplement attaché le nouveau défunt à son siège côté hublot et lui a recouvert le visage d'une couverture complémentaire de la compagnie aérienne. Le pilote a pris l'interphone et nous a annoncé que l'avion allait faire demi-tour vers New York en raison d'une situation médicale tragique concernant l'un des passagers. Nous recherchons un volontaire pour s'asseoir à côté de la personne décédée, jusqu'à ce que nous retournons à notre aéroport d'origine. A poursuivi le pilote. Ce vol est entièrement rempli et la personne assise sur le siège ne se sent pas bien. C'est un siège côté couloir et nous ne serons de retour sur Terre que dans quelques heures. Je ne sais pas exactement pourquoi je me suis porté volontaire. Probablement un mélange d'épuisement, d'altruisme et de curiosité morbide. Mes projets de vacances étaient de toute façon annulés, me suis-je dit. Alors pourquoi ne pas prendre le siège le plus intéressant de l'avion ? L'hôtesse de l'air m'a remercié abondamment, de même qu'un adolescent à l'air mal à l'aise qui occupait mon siège d'origine. J'ai pris mon sac à dos et je me suis traîné dans l'allée jusqu'à la dernière rangée de l'avion. Ma seule expérience des cadavres a été l'enterrement de ma grand-mère dans un cercueil ouvert lorsque j'étais enfant. Mais l'idée de la mort ne m'a jamais particulièrement dérangé. C'est naturel après tout. Cela dit, j'admets que j'ai remis ma décision en question dès que j'ai vu mon nouveau voisin de siège. Monsieur Moineau était assis bien droit entre le hublot et moi, attaché autour de la taille, avec une couverture en polaire bleu couvrant son torse et sa tête. La couverture ne couvrait pas ses mains, qui étaient posées sur ses genoux au-dessus de sa ceinture de sécurité, placée ainsi par une hôtesse de l'air en signe de respect, je suppose. Les doigts pâles de Moineau étaient tordus en griffes qui trahissaient l'agonie de sa mort. Je ne pouvais pas regarder ses mains sans imaginer à quoi ressemblait son visage sous la couverture. J'ai pensé à demander une deuxième couverture, mais l'équipage était encore occupé à calmer les autres passagers et à préparer notre demi-tour au-dessus de l'océan Atlantique. J'ai donc essayé d'oublier mon malaise, j'ai fermé les yeux et j'ai dormi. Des heures ou des minutes plus tard, je ne sais pas, au milieu des turbulences. Les lumières de la cabine étaient éteintes et la plupart des passagers autour de moi semblaient dormir. J'ai regardé par le hublot en essayant de ne pas regarder Moineau, et je n'ai vu que le noir uniforme de la nuit. J'ai imaginé l'océan à des kilomètres au-dessus de nous, sans lumière et froid. Cette pensée m'a troublé, et j'ai tendu la main vers Moineau pour fermer le store de la fenêtre. Puis je me suis arrêté. Le store n'était-il pas fermé lorsque je me suis assis ? Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette scène. La posture de Moineau avait changé pendant que je dormais. Il me fallut quelques secondes pour l'identifier.
Ses mains noueuses étaient restées sur ses genoux. Il était toujours ceinturé à la taille et la couverture enveloppait toujours le haut de son corps. Mais le tissu semblait s'être déformé, comme s'il s'était agité. Très lentement, tout en sachant que c'était insensé et que je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai soulevé un coin de la couverture. J'ai découvert sa chemise, que le personnel de bord avait déboutonné en essayant de le sauver. Une tache de peau bleu-gris avec des poils blancs au niveau du torse en ressortait. J'ai soulevé la couverture. Son col était moucheté de sang séché. Je me souviens de son terrible allaitement. Finalement, j'ai retiré entièrement la couverture et j'ai étouffé un cri. La tête de moineau était détournée de moi, exactement comme s'il s'était tourné pour regarder par la fenêtre. Je voyais son visage se refléter dans le plexiglas. C'était indubitablement le visage d'un mort, pâle, tiré, les lèvres écartées, la mâchoire molle. Il n'y avait pas de vie en lui, sauf ses yeux. Il bougeait. J'ai regardé le reflet pendant une demi-minute et j'en suis sûr. Au centre de ce masque de mort, 2 pupilles clignotent d'avant en arrière, comme si elles suivaient quelque chose dans le ciel. Une voix à côté de moi m'a interrompu en me demandant qu'est-ce que je faisais. Je me suis retourné et j'ai vu la femme assise de l'autre côté de l'allée qui me regardait, non pas tant avec crainte qu'avec dégoût. Elle m'a demandé de le couvrir et de le laisser tranquille. « Je crois qu'il a bougé !» ai-je balbutié. « Ses yeux, je pense qu'il n'est peut-être pas vraiment... » Mais je n'ai pas pu finir la phrase, c'était trop fou. Et je n'ai pas eu à le faire, car à ce moment-là, mon estomac a chuté de 3 mètres, en même temps que tout ce qui se trouvait dans l'avion. Des tasses à café et des sacs à main ont claqué contre le plafond. Un homme près de la section de première classe a failli tomber de son siège. J'ai entendu les voyants d'appel s'éteindre dans tout l'avion, les passagers étant réveillés en sursaut par la panique et la confusion. Les passagers sont priés de s'asseoir, de boucler leur ceinture et d'attacher tous les objets qui traînent. Déclare le pilote sur le haut-parleur, qui semble lui-même ébranlé. Les conditions météorologiques le long de notre trajectoire de vol sont claires et aucun avion dans la région ne signale de turbulence. Je ne suis donc pas sûr de ce que c'est, mais nous devrions les traverser d'ici peu. Alors même qu'il parlait, les légères secousses que j'avais ressenties depuis mon réveil sont devenues nettement plus violentes. La femme de l'autre côté de l'allée a commencé à chercher sa ceinture de sécurité, sans plus prêter attention à moi ou à Moineau. Je me suis forcé à le regarder de nouveau. La secousse a dû le faire basculer vers l'avant au niveau de la taille, sa tête heurtant le siège devant lui. Mais le visage de Moineau était toujours tourné vers la fenêtre. Son cou était tordu à un angle si aigu que j'ai craint qu'il ne se soit brisé. Je regarde à nouveau ses mains et la pâleur de sa peau. 3 hôtesses de l'air et une douzaine de passagers avaient assisté à la mort de cet homme, et je ne pouvais pas rationnellement imaginer qu'il s'était trompé. Et pourtant, dans le reflet du hublot, ses yeux allaient de gauche à droite, de droite à gauche. J'avais entendu dire que d'étranges réflexes se déclenchaient parfois après la mort. Les membres s'agitent, les poulets sans tête continuent à courir, les nerfs éliminent les dernières commandes du cerveau. Mais les yeux, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je me suis forcé à regarder au-delà de ce reflet troublant, vers le ciel lui-même. Il faisait toujours nuit, sans lune et sans nuages, mais l'atmosphère semblait avoir pris une teinte étrange. Un vert très foncé, comme un brouillard de soupe de bois. J'ai cru apercevoir de vagues formes tourbillonnant dans le brouillard.
Mais il s'agissait peut-être d'une illusion d'optique. J'avais désespérément envie d'être ailleurs à ce moment-là. Mais le reste de la cabine était en plein pandémonium. Les hôtesses de l'air se précipitaient dans les allées, s'occupant des blessures et des contusions, tout en trébuchant et en titubant. L'avion entier tremblait comme un tonneau descendant les rapides. Une série de secousses a fait osciller le haut du corps de Moineau d'avant en arrière comme un pendule à l'envers. Il a été projeté en arrière dans son siège, puis sur le côté, contre moi. Une sensation horrible que je n'oublierai jamais. Puis dans l'autre sens, son visage heurtant directement le hublot où il s'est immobilisé. Cela m'a suffi. J'ai détaché ma ceinture, j'ai sauté de mon siège et je me suis enfermé dans les toilettes situées juste derrière moi. Je préfère rester enfermé dans les toilettes pour le reste de ce vol infernal plutôt que de passer une minute de plus assis aux côtés de M. Moineau. Ce plan a fonctionné pendant une demi-heure environ. J'ai appuyé mes deux bras contre les murs des WC et j'ai écouté le carillon des boutons d'appel des hôtesses de l'air, le gémissement des réacteurs et le grondement du ciel. J'ai finalement réussi à me calmer en visualisant la ligne d'horizon de New York, la piste d'atterrissage de JFK, une descente calme. Mais j'ai imaginé le hublot de Moineau, son visage plaqué contre la vitre comme celui d'un petit garçon, ses yeux morts scrutant la nuit. La voix désincarnée du capitaine m'a rappelé à la réalité. Il avait l'air carrément effrayé maintenant, et la sonorisation ne cessait de se couper. Point condition météorologique extrêmement anormale. Tout le monde doit être en position d'urgence sur son siège. Immédiatement. Si nous dépressurisons. Les turbulences se sont arrêtées pendant 4 ou 5 secondes. Puis, soudain, j'ai eu l'impression d'être à l'intérieur d'une machine à laver. J'ai rebondi contre les murs des WC, j'ai atterri sur le sol et j'ai à peine réussi à ouvrir la porte et à me mettre à 4 pattes dans le couloir. Les 3 hôtesses de l'air sont à terre, étendues sur le dos et le ventre entre les sièges. Certains des coffres à bagages se sont ouverts et ont projeté des bagages à l'extérieur. De nombreux passagers pleuraient. Quelques-uns priaient. Et pendant tout ce temps, l'avion n'arrêtait pas de trembler. J'ai entendu une série de petits coups au-dessus de ma tête et j'ai senti quelque chose d'humide sur ma joue. Toutes les canettes de soda avaient explosé. J'ai grimpé dans mon siège et je me suis attaché, ayant brièvement oublié Moineau dans ma terreur. Mais il était toujours sur son siège, faisant des allers-retours comme un mât dans un ouragan, donnant un coup de tête si fort à la fenêtre que je pouvais voir le plexiglas se gonfler et rebondir à chaque fois. J'ai commencé à craindre qu'il ne casse la fenêtre, bien que cela soit censé être impossible. Alors j'ai surmonté mon dégoût et je l'ai attrapé par les épaules. Mais je n'ai pas pu le retenir. Encore et encore, sa tête a heurté la vitre. J'ai commencé à craindre que ce ne soit simplement pas le mouvement de l'avion qui les contraint. Personne d'autre dans l'avion ne regardait ce qui se passait. Certains passagers s'étaient mobilisés et essayaient de tirer les hôtesses de l'air blessées hors de l'allée. D'autres chuchotaient des messages d'adieu dans leur téléphone. J'ai entendu quelque chose craquer à côté de moi et j'ai espéré désespérément qu'il s'agissait du crâne de Moineau et non du hublot. Dehors, je pouvais voir que le brouillard vert était animé de formes tourbillonnantes et amorphes. Une autre explosion. Pas de canette de soda cette fois-ci, mais de l'oxygène sous pression qui s'échappe dans le ciel. Moineau avait réussi à briser les 2 vitres d'un seul coup. Sa tête mutilée pendait maintenant à l'extérieur de l'avion.
et le reste de son corps s'efforçait de le suivre, retenu uniquement par sa ceinture de sécurité et la largeur de ses épaules. Une alarme s'est alors déclenchée dans la cabine et une jungle de masques à oxygène est tombée des plafonds. J'ai immédiatement mis le mien, mais j'ai entendu d'autres personnes crier. Certains passagers essayaient désespérément de mettre des masques sur l'équipage inconscient. Mais l'avion tremblait plus violemment que jamais, et des débris volaient dans les allées vers ma rangée, vers le trou qu'un homme mort avait fait dans l'avion. Brèche dans la cabine. Dit le pilote. Oxygène de secours limité, j'essaie donc de descendre à une altitude de sécurité. Mais c'est difficile à faire dans cette tempête, ou quoi que ce soit. Que Dieu soit avec nous. Une fois que je me suis assuré que je pouvais respirer et que je ne risquais pas d'être moi-même aspiré, j'ai jeté un dernier coup d'œil à Moineau. Sa tête avait peut-être été arrachée à l'extérieur de la fenêtre, car tout ce que je pouvais voir, c'était le reste de son corps. J'ai revu ses yeux qui avaient vu quelque chose dans le ciel que personne d'autre n'avait vu, que nous ne pouvions pas voir, nous vivants, alors même que cela menaçait de faire voler l'avion en éclats. Il y avait un lien entre ces événements que je ne comprendrais peut-être jamais. Mais même sans comprendre, je pouvais faire le dernier geste dont je disposais. Je me suis penché sur les genoux de Moineau. J'ai soulevé une de ses mains froides et griffues et j'ai détaché sa ceinture de sécurité. Il y a eu un bruit de craquement intolérable lorsque, je suppose, ses épaules ont été comprimées et écrasées pour s'adapter au cadre de la fenêtre. Et puis, en une fraction de seconde, il a disparu par la fenêtre dans la nuit. Un vieil homme pâle tombant à la renverse vers l'océan noir. Quoi que tu aies vu là-bas, ce que tu cherchais, va le chercher et laisse-nous tranquilles. Et je chuchotais. Le brouillard vert s'est levé quelques minutes plus tard, et l'avion est descendu jusqu'à ce qu'il soit possible de respirer sans masque. Moins d'une heure plus tard, j'ai vraiment vu la piste d'atterrissage de JFK. Un escadron entier de policiers et d'ambulances nous a accueillis pendant la descente. Les hôtesses de l'air et plusieurs passagers ont dû être hospitalisés. Mais à ma connaissance, personne n'a été gravement blessé. Les enquêteurs fédéraux ont finalement conclu que nous avions traversé une anomalie météorologique localisée, dont aucun autre avion n'avait été témoin cette nuit-là. Une sorte de débris a dû voler là-haut avec nous et s'envoler par le hublot du C4. Voici un extrait du rapport. Cet événement a entraîné une perte soudaine de pression dans la cabine, au cours de laquelle le corps d'un passager décédé plus tôt à la suite d'une urgence médicale sans rapport avec l'accident a été éjecté de l'avion. Je m'attendais à ce que les médias en parlent beaucoup plus, mais je suppose qu'en fin de compte, il s'agit simplement d'un fait divers. La compagnie aérienne n'avait aucun intérêt à médiatiser l'incident, et les passagers n'avaient aucune envie de le revivre. Pour la plupart des passagers, il s'agissait simplement d'une tragédie étrange suivie d'un accident évité de justesse. Et tout est bien qui finit bien. Je suis le seul à rêver toute ma vie des yeux de Moineau et de ce qu'ils ont vu sur le chemin de l'océan.